Eh bien, écoute, c'est déjà bienvenue à tout le monde. Je suis ravie, en collaboration avec Expat Pro, le réseau des experts de l'expatriation, d'accueillir aujourd'hui Marie Truchassou, qui est fondatrice de With My Expat Compass, une experte indépendante en ressources humaines internationales et mobilité globale. Marie possède plus de 15 ans d'expérience au sein d'équipes RH et de Global Mobility. Tu préciseras toi-même, Marie, pour peaufiner. Mais je sais que tu as aidé de nombreux professionnels à naviguer dans des contextes internationaux complexes et à comprendre les mécanismes internes qui influencent les offres d'expatriation. Donc aujourd'hui, tu vas nous donner donc un webinaire sur les dessous d'un package d'expatriation avec des cas concrets pour que les personnes puissent savoir comment mieux négocier en expat ou en contrat local du point de vue du RH avec tous les compromis qui vont avec. Voilà, bon, j'allais dire, je vais m'effacer derrière ça pour laisser le micro à Marie Truchassou qui va nous faire ce webinaire. Et puis, bah, je modérerai les questions en fin de webinaire. Ce que je souhaite vous dire, c'est que si vous avez des questions qui arrivent au fur et à mesure, vous pouvez les mettre dans le chat et ça sera plus facile, voilà, de faire la synthèse en fin de webinaire. Donc, je laisse le micro avec joie à Marie. Merci Domitia. Bah, écoute, c'est un vrai plaisir de faire à nouveau un webinaire avec Expat Pro. C'est vrai que ça fait plus d'un an que je fais partie du réseau Expat Pro et que je fais régulièrement des webinaires sur des sujets RH. C'est vrai que cette fois-ci, j'avais pour idée de vous embarquer dans les coulisses d'un package d'expatriation et comment c'est calculé, et pas juste un package d'expatriation, mais aussi les contrats locaux, parce que c'est vrai que c'est le nouveau modèle on va dire des offres de travail à l'étranger, et c'est ce qui se développe de plus en plus. Et c'est pas parce que ça s'appelle contrat local que c'est simplement le salaire local à négocier. Il y a beaucoup de choses à obtenir. Donc, je vous ai pris deux cas très très concrets et aussi très différents. Un premier cas de transfert vers les US en contrat local et un deuxième cas un peu plus expatriation, on va dire classique, avec le Kenya. Et donc, en fait, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je vais aussi vous embarquer à être interactif avec moi dans le sens où je vais vous poser des questions, je vais vous demander de vous positionner. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que j'aimerais bien que par le biais de ce webinaire, vous essayiez de penser comme un RH. Parce qu'en fait, si vous souhaitez négocier avec un employeur, il faut savoir comment les RH pensent de l'autre côté de la table et il faut savoir anticiper leur réaction, leur position pour pouvoir effectivement ajuster au mieux votre stratégie de négociation. Donc au final, on va commencer, on a très peu de temps, j'espère arriver à faire les deux cas avec vous en 45 minutes, histoire de rester, de garder 15 minutes ensemble pour avoir quelques petites questions. Donc au final, un point important, d'abord, je souhaitais me présenter parce que certains d'entre vous ne me connaissent pas du tout. Donc pour moi, je suis pas coach carrière, je suis RH et il faut savoir que j'ai 15 ans d'expérience en mobilité internationale et qu'au jour d'aujourd'hui, je conseille les expatriés, mais je continue à conseiller les organisations. Et je fais notamment des remplacements pour des personnes qui partent en congé maternité, en congé maladie, des fois des remplacements un peu au pied levé pour des postes d'experts en mobilité internationale ou des fois même Head of Global Mobility. Donc j'ai toujours les mains dans le cambouis côté RH, mais on va dire que j'ai la possibilité de pouvoir conseiller les expatriés. Pour moi, ça me tenait à cœur de pouvoir être aussi pour une fois de votre côté. Autre point important, j'ai été expatriée moi-même, donc en contrat local. Je sais ce que c'est que d'être en contrat local. Et j'ai négocié moi-même mon package. Après, vous connaissez l'adage, les cordonniers les plus mal chaussés. Je l'ai vécu. Mais l'expérience en Inde de 5 ans, pour moi, a été quand même une super expérience. Donc au final, je connais la mécanique RH et surtout, je connais la réalité terrain que vous allez vivre dans le cadre de votre expatriation. Donc, j'ai essayé de compter parce que je me posais la question en préparant ce webinaire, combien de dossiers j'ai réalisé en fait et j'ai suivi dans le cadre de ma carrière. J'ai fait le décompte et au final, je suis à peu près à 900 dossiers. Donc, ça couvre des expatriations classiques, des transferts entre entités, des contrats locaux, des statuts, ce qu'on appelle un peu local plus, qui sont un petit peu, on va dire, spécifiques, c'est-à-dire des statuts de contrat local avec pas mal d'avantages. Mais aussi, je gère les retours et des fois des retours assez complexes. Donc 900 dossiers, ça veut surtout dire 900 arbitrages budgétaires que j'ai pu analyser de l'intérieur et en fait, qui constituent au jour d'aujourd'hui mon expérience et ma valeur ajoutée.
Je couvre des niveaux de rémunération assez grands, puisque ça peut aller pour des profils avec un salaire de base à 35 000 euros, comme des profils à 600 000 euros par an en termes de rémunération. Donc ça peut être des profils juniors, des dirigeants, des experts avec des compétences très spécifiques. Ça peut être des situations très très simples comme des situations à haut risque. Et quand je dis haut risque, ça peut être du fait que l'affectation est dans un pays complexe, un pays avec des risques de sécurité, des risques, on va dire, au niveau de la santé, des risques en termes typiquement militaires. Donc voilà, je gère l'expatriation vraiment dans le sens classique col blanc, comme on va dire un aspect un peu plus technique et avec effectivement des situations un peu plus pointues. Donc mon rôle ici aujourd'hui, c'est d'être la RH, mais de votre côté. C'est-à-dire que globalement, quand j'accompagne les expatriés, je peux intervenir sur des audits de package et d'offres avant signature pour vous aider aussi pour tout ce qui est stratégie de négociation, parce qu'une négociation en général, ça doit se penser, ça doit se réfléchir. Qu'est-ce qui est prioritaire à négocier? Quel est le timing? Comment le communiquer? Tout ça, ça fait la stratégie. J'aide aussi pour les arbitrages dans des sujets un peu complexes comme la retraite, la fiscalité, le choix de statut. Je suis aussi votre bras droit pour vous aider à revoir les contrats et revoir effectivement toutes les clauses et qu'est-ce que ça fait comme enjeu pour vous et qu'est-ce que vous pouvez négocier. Et dernièrement, j'ai commencé à développer aussi en assistance, on va dire, annexe, tout ce qui est des négociations de sortie, de renouvellement ou de promotion, mais aussi beaucoup de sorties, c'est-à-dire fin de contrat. On a beaucoup, la situation économique au jour d'aujourd'hui est complexe. Il y a beaucoup de fins de contrat qui sont gérées, des fois même en anticipé, et il y a toujours en fait des choses à négocier, des choses à clarifier à ce moment-là. Donc je peux vous aider pour ces différents sujets. Sachez qu'en général, dans le cadre de mes négociations, euh, quand j'accompagne les personnes, on obtient entre 15 et 20% de la rémunération totale brute. Donc, à date, le montant minimum obtenu a été de 5 000 euros et maximum 65 000 euros. Donc, au final, je vous laisse faire le calcul, mais il y a des gros montants qui sont potentiellement possibles pour vous à récupérer. Et sachant que ces montants que je vous ai indiqués ici sont annuels. Donc, si vous avez une expatriation sur plusieurs années et qu'on travaille ensemble pour obtenir des montants améliorés, on va dire, dans le cadre de la négociation, vous bénéficierez de cet impact financier sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment dans le cambouis ensemble. C'est le garage de la mobilité internationale, on va dire. On a deux pays, deux logiques RH, et j'ai pris deux cas très différents. Donc le premier, les États-Unis, avec un permanent transfert. Donc un permanent transfert, pour être très très clair, la personne n'a pas postulé aux États-Unis. C'est son employeur français qui a eu un besoin aux États-Unis et qui a décidé de sponsoriser son transfert, mais il demande à la personne, par contre, de démissionner de son contrat français et on lui offre un contrat local aux États-Unis de manière permanente. Le deuxième cas, pour le Kenya, sera un peu plus, on va dire, classique en mode expatriation, dans le sens où c'est un package d'expat, contrat local avec beaucoup d'avantages, mais plus dans une logique d'expatriation et pas d'installation, on va dire, permanente. Avant de commencer, le challenge pour vous, ça va être pendant 60 minutes, je veux que vous vous mettiez à penser comme un DRH, comme si vous étiez décisionnaire et que vous n'êtes pas un expat pour une fois, que vous réfléchissiez à vos réflexes de négociation et que vous essayez d'identifier vos angles morts de réflexion. Donc au final, c'est vraiment une position où si vous négociez, vous devez comprendre comment les RH pensent, arbitrent, sinon vous négociez à l'aveugle et vous ne considérez pas en fait la partie qui est décisionnaire, qui est de l'autre côté de la table, et c'est important de anticiper quelles vont être leurs stratégies de réflexion. Donc si on prend le premier cas aujourd'hui, donc à nouveau, un transfert permanent, donc c'est vraiment une situation où plus de contrat français, la personne a démissionné. L'objectif, c'est qu'ils partent au Missouri, qu'ils prennent un contrat US sur une durée permanente. Son poste, il est directeur IT. Assez récemment, dans l'année, avant le départ, il a eu une promotion et son salaire est à peu près à 108 000 euros avec 20% de bonus. Ce qu'on lui propose, un contrat local à partir de septembre. Le statut,
pas un statut d'expat, vraiment un statut de permanent transfer, ce qui signifie pour lui pas de retour possible en France. Si à un moment donné, il en a marre des US et qu'il souhaite, on va dire, rentrer en France, éventuellement, il pourra demander à son ancien employeur français, mais déjà, il n'aura pas la garantie de pouvoir avoir cette possibilité-là, et l'employeur français n'est pas tenu d'accepter de le réintégrer. Si la personne avait le statut expatrié, ça aurait été différent. Autre particularité pour cette personne, c'est que en fait, on lui demande de déménager aux États-Unis de manière très très rapide, et c'est compliqué pour lui de faire venir sa famille en même temps. Et il avait besoin d'une année supplémentaire pour son fils et sa conjointe pour le rejoindre aux États-Unis. Donc au final, il allait partir et l'année scolaire suivante, la famille allait le rejoindre. Donc en réalité, ça fait un gap de plusieurs mois entre le moment où il prend sa prise de poste aux États-Unis, où il déménage tout seul aux États-Unis, et le moment où en fait sa famille le rejoint. Autre particularité, la conjointe, elle est entrepreneur en France avec une activité encore non stabilisée, c'est-à-dire des revenus assez irréguliers, pas de rémunération fixe. Ce que j'ai pas précisé dans la présentation, c'est que ce qui était complexe pour elle, c'est qu'elle faisait en fait des sortes de produits faits main en couture pour les enfants. Donc vous imaginez bien que quand on a une boutique Etsy, parce que c'est souvent sur ce type de produit, c'est souvent sur cette plateforme qui a des ventes, ben, c'est facile de pouvoir envoyer, on va dire, tout ça à ses clients en France. Vous imaginez bien qu'en étant aux États-Unis, il y avait toute une réflexion pour elle, à savoir est-ce qu'elle pouvait continuer à faire ça, est-ce que c'était rentable, ou est-ce qu'elle allait arriver à avoir du business avec des Américains pour ce même type de produit, est-ce que ça allait plaire? C'était pas si évident que ça d'arriver à anticiper si elle serait en mesure de continuer son activité entrepreneuriale. De plus, ça se cumulait avec des incertitudes sur la possibilité pour elle d'exercer depuis les US, c'est-à-dire quel type de société elle aurait pu créer, enfin dans quel modèle elle aurait pu continuer à exercer son activité entrepreneuriale. C'est assez compliqué à anticiper comme ça. Et pour elle, le projet possible, c'était soit de continuer son activité en ligne, ou de reprendre un job en IT plus tard, sachant qu'elle-même avait un background IT, et c'était comme ça d'ailleurs qu'elle avait rencontré son conjoint, mais elle avait arrêté de travailler pour lancer cette activité entrepreneuriale du fait que ses enfants étaient en bas âge. Et donc à nouveau, le vrai point un petit peu de douleur, on se dit c'est juste un point logistique, mais c'est un point de douleur, c'était l'arrivée en décalé avec les enfants. Donc gérer le timing et les impacts générés par le fait que la famille n'arrivait pas en même temps. Au final, petit atelier pour vous de réflexion et j'aimerais bien que vous répondiez dans la partie chat. Si vous recevez une offre comme ça de permanent transfer, c'est-à-dire qu'on vous demande de quitter votre contrat français, de démissionner pour prendre un contrat de travail ailleurs, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est une expatriation améliorée? C'est un contrat local déguisé? Ou c'est plus risqué qu'un détachement, sachant que le détachement, c'est quand on vous met, on vous affecte de manière très temporaire à l'étranger en étant mis à disposition en général dans une filiale. Donc, qu'est-ce que vous pensez entre ces trois options? Qu'est-ce qui vous paraît le plus proche? Et je serais ravie de voir vos avis. Pour le moment, tu as 3 C et un B. Alors, un permanent transfer, on est d'accord, c'est jamais une expatriation améliorée, puisque c'est le statut qui est le plus favorable, c'est le statut d'expatriation en soi. Parce que le statut d'expatriation, on maintient le contrat français, éventuellement on le suspend. On a plein d'obligations en tant qu'employeur. Et en général, on a une structure de rémunération et d'accompagnement qui est assez poussée avec beaucoup d'avantages. La réponse B, c'est un contrat local déguisé. Un permanent transfer implique forcément un contrat local en termes de structuration. Quand vous êtes transféré de manière permanente sous ce statut-là, on arrête votre contrat de pays d'origine et donc forcément vous acceptez un contrat local dans le pays d'affectation. Par contre, ce n'est pas parce que la modalité est d'avoir un contrat local que vous n'avez pas des éléments additionnels à négocier en termes de rémunération et d'avantages. Le C, c'est plus risqué qu'un détachement. Détachement,
effectivement, c'est un peu comme l'expatriation, il y a beaucoup d'avantages. Mais la vraie différence, c'est qu'un détachement, c'est pour une durée temporaire, alors qu'un permanent transfer, on considère vraiment que la personne déménage, change de pays, change d'employeur de manière vraiment permanente. Donc voilà les grosses différences, on va dire, entre les deux statuts. Police RH, qu'est-ce que ça signifie vraiment que le statut permanent transfer pour un RH? Ça veut dire concrètement qu'on sort la personne du système français. On arrête le contrat, on arrête la paye, on solde tout. Il n'y a plus de lien contractuel et il n'y a plus de lien légal avec l'employeur en France. Suite à la fin du contrat français, on bascule la personne sous contrat dans le pays d'affectation. Ici, dans notre cas, c'était les US, avec une paye, avec les avantages. Assez souvent, il y a quand même un point positif dans le permanent transfer, c'est que l'ancienneté que vous aviez dans votre pays d'origine, elle est gardée dans votre pays d'affectation. C'est que par exemple, si vous avez été pendant 5 ans en France avant d'être transféré aux États-Unis, ben, quand vous arrivez aux États-Unis et qu'on vous met en place votre contrat local US, on considère vos 5 ans d'ancienneté en France pour définir votre éligibilité aux avantages. Et ça, c'est extrêmement important aux US, en particulier pour un point, c'est pour les congés. Parce que les US, le quota de congés est assez limité par rapport à la France. Et vous avez souvent des schémas d'acquisition de congés supplémentaires en fonction de votre ancienneté. Donc, quelque part, chaque mois d'ancienneté additionnelle compte pour éventuellement permettre d'acquérir des jours de congés supplémentaires. Donc, ça, c'est hyper, hyper important. En tant que RH, pour nous, ce qui est extrêmement favorable avec ce statut, c'est qu'on neutralise le risque de retour, c'est-à-dire, et surtout, l'obligation de réintégrer la personne en France. Avec un permanent transfer, si la personne demande à rentrer, comme je vous le disais au départ, lors de l'introduction, en tant qu'employeur, du fait qu'il n'y a plus de lien contractuel avec la France, on n'est pas obligé de réintégrer la personne. Et de ce fait, la personne peut toujours nous demander est-ce qu'il y a un poste disponible, est-ce que je peux candidater? On peut dire oui ou non, mais on n'a aucune obligation de le réintégrer. Alors que les autres statuts, on a cette obligation de réintégration. Et ça, en toute transparence, je vais vous dire, c'est extrêmement important au jour d'aujourd'hui d'avoir ça en tête parce que pour beaucoup de personnes qui sont parties aux États-Unis, au jour d'aujourd'hui, elles sont à risque parce qu'elles n'ont pas la garantie d'avoir leur visa renouvelé à cause de M. Donald Trump, qui est en train de tout chambouler en termes d'immigration. Et le problème aux États-Unis, c'est que si on n'a pas de visa valide, on ne peut pas continuer l'emploi et la relation de travail. Donc, si un jour le visa est refusé, il ne peut pas être renouvelé, qu'est-ce qui se passe? On arrête le contrat US. Et quand on est en permanent transfert, la conséquence inéluctable, c'est qu'on ne peut pas être réintégré en France à moins que l'employeur français accepte exceptionnellement de vous considérer comme candidat et éventuellement de vous réintégrer en France. Mais aucune obligation. Donc, stratégiquement pour les RH, le fait de proposer un permanent transfert, c'est une décision structurelle qui permet de gérer un risque et d'éviter une obligation de réintégration. Et c'est pas seulement juste une manière de structurer des contrats. Comme ce que je vous ai expliqué là avec les différents enjeux, ça apporte bien plus que la simple structuration de fin de contrat français et nouveau contrat US. Au final, pour notre cas précis US, on avait un salaire de base brut à 108 000 euros avant départ, un bonus cible à 21 000 euros brut, une mutuelle qui couvrait sa conjointe et ses enfants. Il avait des avantages français et par exemple l'intéressement participation, un contrat de prévoyance. Il avait également bien sûr les règles de congé. Et au final pour lui, en total cash annuel, on était à peu près à 129 600 euros. L'offre qu'on lui a proposée au départ, c'était un salaire de base brut à 190 000 US dollars, plus un bonus brut cible de 32%. Au final, en termes de rémunération cash, on est arrivé à environ 250 800 dollars bruts. Si on convertit, ça fait à peu près 223 000 euros. Comme ça, sur le papier, ça paraît
beaucoup plus favorable et plutôt sympa. On lui proposait en plus une mutuelle qui couvrait sa conjointe et ses enfants, mais uniquement quand il serait aux US. Il avait d'autres avantages au niveau US qui étaient pris en charge principalement par rapport à un plan de prévoyance et un plan dentaire. On lui proposait un budget de 5 000 $ pour accompagner sa conjointe. Et pour sa retraite complémentaire, on lui donnait le choix entre l'option de maintenir sa couverture de retraite complémentaire en France ou de contribuer au plan américain de 401k. Donc en fait, ce qui était plutôt bien dans l'approche des RH, c'est que même s'ils lui offraient, on va dire, un contrat permanent aux US, ils avaient aussi conscience que la personne vient de France et qu'au moment de sa liquidation de retraite, ben voilà, il aura passé une grosse partie de sa carrière aussi en France. Peut-être que pour lui, c'est plus intéressant de prendre le plan de couverture française plutôt que le plan américain. Et en fait, il laissait à la personne le choix d'apprécier qu'est-ce qui était le plus intéressant pour lui de prendre sur le sujet de retraite complémentaire. Au final, ce qu'on a essayé de sécuriser ensemble et ce qu'on a aussi challengé, pour moi, ce qui était très important, c'était le plafond des 5 000 $ pour sa conjointe. Il faut être réaliste, avec 5 000 $ dans sa situation, ça ne couvrait même pas un tiers de ce qu'elle avait besoin pour sa réflexion par rapport à son activité entrepreneuriale. Déjà, il allait falloir qu'elle essaye de voir en termes légaux comment elle allait pouvoir mettre en place son activité entrepreneuriale. Est-ce qu'éventuellement, il faut qu'elle garde le même projet? Est-ce qu'elle a besoin de faire un bilan de compétences? Est-ce qu'elle a besoin de formation? Donc au final, on a fait le point et directement conseillé en disant 5 000 $ pour moi, c'est pas assez. Si à un moment donné, il faut aussi qu'elle obtienne une mise à jour de ses compétences IT, mais qui soit valable, une formation, une certification qui soit valable sur le marché américain, on n'obtient rien avec 5 000 $, honnêtement. L'autre point, c'était la santé. Le fait que pendant la période, l'année de transition, la famille restait en France, ben, il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas de couverture qui était maintenue. L'autre point, c'était pour la retraite. Effectivement, ils sont partis du postulat qu'ils allaient couvrir, enfin, qu'ils donnaient le choix à la personne pour la retraite complémentaire, mais personne ne parlait nulle part de sa retraite par rapport à la retraite de base. Sauf qu'en fait, il y a vraiment des spécificités très particulières. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est pas l'objet de ce webinaire. Mais au final, il y avait une possibilité de perte pour lui assez significative. Donc, on a adressé aussi ce sujet. Autre point, le logement. Vous imaginez bien, il part aux US en éclaireur, entre guillemets, pendant un an. Donc, il a un coût de logement aux États-Unis. Par contre, en France, pour l'hébergement de sa famille, le coût de logement reste. Donc, au final, pendant cette période d'un an, il avait un double coût de logement pendant cette année de transition, ce qui crée un surcoût extrêmement significatif. Pour les congés, il avait une perte extrêmement forte et cette société avait décidé de lui faire une offre sans considérer son ancienneté groupe. Donc, on a travaillé sur ça et on a aussi mis en place une clause de revoyure dans le sens où on s'est laissé l'opportunité de pouvoir renégocier ultérieurement pour obtenir des jours additionnels de congé en cas de bonne performance. Donc au final, en termes de stratégie de négociation, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué sur le timing du contrat parce que l'employeur avait besoin d'un accord ultra rapide pour avoir le visa rapidement et ensuite avoir la personne sur place très très rapidement. Et surtout, on a fait un travail ensemble de priorisation des demandes. On a identifié qu'est-ce qui était un showstopper. Donc showstopper pour moi, c'est vraiment les éléments où il y a trop de pertes. Et en fait, il faut qu'on soit très très clair et qu'on s'assure d'obtenir gain de cause sur ces points. Et après, il y a d'autres points. Honnêtement, c'est un peu du nice to have. Si on peut l'avoir, c'est cool. Si on l'a pas, c'est pas ça qui va nous empêcher de signer, on va dire, l'offre et l'opportunité. Donc, mon job ici, ça a été de transformer une discussion assez floue en des demandes RH très structurées et surtout défendables et communicables. Au final, qu'est-ce qu'on a obtenu? Pour le budget pour accompagner la conjointe, on était au départ à 5 000 $. On est arrivé à 20 000 $. Et on a réussi aussi à avoir dans la catégorie des dépenses éligibles les accompagnements spécifiques à la création d'entreprises aux US qui n'étaient pas prévus à la base et ce qui était extrêmement important
pour cette situation en particulier. Donc ici, on n'a pas négocié plus d'argent, on a juste fait en sorte que le scope de couverture et d'accompagnement soit adapté à la situation réelle, histoire que ça ne soit pas le salarié et sa conjointe qui supportent le coût financier lié à cette situation un petit peu particulière. Entre nous, pour moi, c'est pas une situation particulière, c'est juste un vrai manque de la part des politiques RH de gestion de la mobilité internationale. Pour eux, il y a deux catégories. Il y a les expats, les conjoints qui travaillent avant départ et les conjoints qui ne travaillent pas. La catégorie entrepreneur n'existe pas, ou quasiment peu, dans très peu de politiques. Donc forcément, il y a un trou dans la raquette à ce sujet. Autre win, au final, on a obtenu que pendant l'année où la famille restait en France, il y avait une complémentaire santé qui était prise en charge à 100% par l'employeur en France pendant la période intermédiaire pour pouvoir couvrir l'épouse, la conjointe et l'enfant. Donc ici, c'est vraiment la temporalité qui crée une difficulté. Et au final, voilà, on explique les choses. C'est quand même des gros enjeux, la mutuelle. Au final, ça n'a pas été quelque chose de compliqué à obtenir. L'extension du logement de fonction à 1 an, parce qu'au départ, dans ce que lui proposait initialement, il avait droit à un logement de fonction pendant 2 mois pour chercher son logement permanent. Là, ce qu'on a obtenu, c'est d'avoir ce logement de fonction pendant 1 an et qu'au final, la recherche du logement final se fasse avec la conjointe une fois qu'elle arrive. Donc au final, ça a quand même permis de sauver beaucoup d'argent dans le sens où on estime à peu près, par rapport à la localisation où il était, entre 4 000 et 6 000 dollars par mois pour le coût du logement. Donc au final, sur cette année-là, on a sécurisé environ entre 20 000 et 40 000 dollars, on va dire. Donc ne pas oublier des fois, le logement, ce type d'avantage, c'est peut-être beaucoup plus structurant de travailler dessus que sur le bonus. D'autant plus que le bonus, en général, est toujours lié à des critères de performance, mais aussi de réalisation financière. Et on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'instabilité économique et mondiale, c'est des choses qui ne sont pas du tout garanties. Autre point positif, on a décidé de prendre le 401k plutôt que la retraite complémentaire française parce que par rapport à son parcours de carrière, ses projets et sa manière aussi d'investir et de, on va dire, planifier sa retraite, c'était ce qui faisait sens. Donc, négociation, c'est pas forcément négocier quelque chose en plus, c'est être en mesure de prendre des décisions et des choix éclairés et en ayant vraiment conscience de l'avantage pour vous d'avoir pu prendre, on va dire, un élément par rapport à un autre. Au final, pourquoi certains dossiers passent et d'autres bloquent? Ici, ça a marché parce qu'on n'a pas débordé, on va dire, les RH avec plein de demandes. On a défini clairement qu'est-ce qui était prioritaire, qu'est-ce qui ne l'était pas. On a formulé les demandes dans le langage RH et avec les arguments. Moi, j'ai tout de suite préparé, en fait, si moi j'avais été le RH, qu'est-ce que j'aurais demandé au salarié pour qu'il justifie sa demande? Donc, spontanément, on avait structuré la demande en intégrant ces éléments-là. Et surtout, on s'était assuré que les arbitrages étaient compatibles avec la politique interne. Donc, au final, j'ai plus ou moins dupliqué ce que je fais moi-même en tant que RH en amont d'une signature ou pour obtenir une exception. Et c'est ce qui permet au final d'optimiser les chances d'avoir une réponse positive. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on est RH, c'est qu'on cherche à maîtriser les coûts. Il faut le dire, hein, tout le monde le fait. Avoir une cohérence interne, pas créer, on va dire, de rupture d'égalité entre deux personnes avec situation à peu près équivalente. Et surtout, les RH, ça nous picote toujours, créer des précédents. On a toujours peur de créer un précédent, d'avoir une situation où on a fait quelque chose et que ultérieurement, cette situation soit utilisée à nouveau et qu'on ne puisse pas s'en sortir, entre guillemets. Donc là, il y a beaucoup de, on va dire, de prudence par rapport à la création de précédents. Marie, excuse-moi de t'interrompre. Il y a une Oui. question qui me semble pertinente par rapport à ce premier cas. Il y a Fabien qui demande si le cas dont tu parles est dans le cas d'une mutation au sein d'une même entreprise internationale. C'est pas pour une prise de poste, j'imagine. Une prise de poste, c'est un recrutement international. Oui, mais là, Ce qu'on appelle un international hire. voilà, Ici, mais c'est un permanent transfer. C'est une société française qui avait la ressource. Au final,
La société américaine a besoin d'une ressource avec des compétences équivalentes et elle a décidé de demander effectivement le transfert de cette ressource depuis la France vers les États-Unis. Oui. Super. Merci pour la clarification. Donc, en termes RH, les organisations, elles appliquent souvent des politiques globales et ça leur donne de l'urticaire de gérer trop de situations individuelles. Il y a aussi la contrainte, en particulier pour les RH, et ne pas oublier une chose. Souvent, je dis aux personnes que j'accompagne, ne mettez pas les RH, ne vous mettez pas les RH à dos, ils ne sont pas forcément décisionnaires. Des fois, la décision, elle est prise beaucoup plus haut. Donc, un RH peut être votre ambassadeur, en réalité. Et la contrainte qu'on a en tant que RH, c'est que souvent, pour ce type de projet, on a déjà des budgets validés en amont. On n'est pas forcément décisionnaire du budget total à dépenser. Il y a des processus de validation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête et il faut anticiper et essayer de voir, OK, quel est le budget maximum qu'ils peuvent dépenser et ensuite on structure la négociation en fonction. Il faut aussi avoir des... Dans la négociation, c'est aussi considérer qu'est-ce qui fait sens par rapport au marché. Est-ce que, on va dire, les choses qu'on demande sont des pratiques assez, on va dire, usuelles dans le marché? Si on commence à demander des choses trop spécifiques, trop particulières, trop exceptionnelles, ça sera beaucoup plus difficile à obtenir. Enfin, un point un peu crucial, c'est que les RH manquent souvent de temps pour analyser chaque situation dans le détail. Donc ici, c'est vraiment leur apporter une lecture structurée du cas et qui tient compte de leurs contraintes pour leur faciliter la tâche et pour qu'en fait, ils se disent, bon, ben, j'ai toutes les clés en main, je peux y aller, c'est assez simple, on y va. Si on n'est pas structuré, si on n'a pas effectivement anticipé tous ces points, ben voilà, il va y avoir des allers-retours, ça va prendre du temps. Et en fait, je pense que quelque part, elles seront un petit peu moins engagées pour aller dans le sens d'une négociation favorable. Euh, voilà pour le premier cas, effectivement US. Donc, je pensais que j'avais une slide récapitulative sur les montants total obtenus, mais au final, vous vous rendez compte que le montant total qui a été obtenu pour cette personne, si je me rappelle bien de mémoire, j'avais fait le calcul, on gagnait quasiment 45 000 dollars, in fine. Donc, ce qui est énorme par rapport à l'offre initiale, sachant que pour l'offre initiale, la rémunération de base était plutôt bien capée. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, vous avez bien vu, je n'ai pas joué sur la rémunération de base. Pour moi, elle était alignée, elle était par rapport au marché, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, tous les éléments annexes sur lesquels on a joué, ben, on avait des arguments et on a obtenu gain de cause. Et au final, le salarié est quand même ressorti avec 45 000 dollars d'avantages en plus. Je vois que Fabien dit Oui. il n'y a pas de nouvelle période d'essai dans le cadre de ce changement, donc plus de possibilités de négocier. Je ne comprends pas la question, Fabien, en fait. La période d'essai, elle est toujours applicable, mais après, dans le cas d'un permanent transfert, s'il veut, l'employeur, il peut décider de lever la période d'essai. Comme, en fait, il y a aussi une chose à se dire. Si un employeur, il veut ne pas appliquer de période d'essai, il n'applique pas de période d'essai. Donc, je vois pas vraiment le point et je vois pas l'impact de la période d'essai sur la capacité à négocier, en fait. Je vois pas le lien. Euh, et la période d'essai, voilà, en permanent transfert, en général, la plupart des entreprises qui le font, en fait, il n'y a pas de sens d'appliquer la période d'essai de manière absolue parce qu'on connaît la ressource, elle a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années. Après, c'est vrai que des fois, ça peut arriver que le poste peut être complètement différent, avec des enjeux très particuliers, peut-être s'adapter au marché US, etc. Et à ce moment-là, peut-être que ça peut justifier de, malgré tout, de mettre une période d'essai. Les situations sont très différentes, donc j'ai pas de réponse, on va dire, absolue sur ce sujet. Mais pour moi, la période d'essai, c'est pas, enfin, c'était pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, on va dire. Deuxième cas, je vais essayer de pas prendre trop de retard. France-Kenya. Donc ici, une autre situation complètement différente. Ici, c'est à nouveau une situation de transfert entre sociétés. La personne faisait partie de la société française et au final, on lui propose le poste de Head of l'entité au Kenya et de maintenir de manière partielle ses fonctions actuelles jusqu'au départ. Au final, au Kenya, le bureau il est en pleine restructuration. On a une logique globale qui est assez importante de réduction des coûts, comme au Kenya comme en France.
Et l'objectif, ça serait qu'il remplace un head of office dont le salaire, alors il était américain, et son salaire à lui était équivalent à 400 000 dollars bruts par an. Particularité, c'était le premier expatrié envoyé depuis la France. Le profil, il a 38 ans, 10 ans d'expérience. Au jour d'aujourd'hui, il a à peu près à 85 000 euros de salaire de base. Et son enfin, son package total, on va dire, est à peu près à 136 000 euros, en incluant bonus, participation, intéressement et d'autres petits avantages. En situation familiale, il est marié avec 3 enfants. Et sa femme est, à l'heure actuelle, manager en contrôle de gestion, actuellement en poste, mais sans possibilité pour elle de faire du télétravail à l'international avec son employeur actuel, ce qui implique pour elle, en fait, de mettre fin à son contrat et d'avoir une perte de revenus quasi certaine en cas de départ, parce qu'elle avait une position très spécifique, on va dire, en termes de comptabilité, où elle est très axée comptabilité française, et elle va au Kenya, et on sait de manière certaine que pour elle, elle ne pourra pas trouver un job sur place, à moins de prendre en place, enfin de mettre en place, on va dire, des mesures pour se former, pour acquérir, on va dire, des compétences un peu plus peut-être locales. Et en fait, stricto sensu, il va forcément y avoir une période où elle n'aura pas de revenus. Au final, qu'est-ce que les RH voient? Donc d'abord, on va essayer de... Moi, j'ai une théorie, c'est que les RH, quand ils prennent des décisions, ils ont 5 critères en tête avant de prendre une décision sur ce type de négociation. Et d'ailleurs, j'ai écrit un guide sur ce sujet que vous pourrez trouver en ligne, qui est gratuit en téléchargement. Pour moi, le premier critère, c'est la stratégie d'entreprise. Quelle est l'exposition et la rentabilité et l'impact business? Maintenir l'équité, éviter de créer un précédent et maintenir l'harmonie locale. Donc en fait, par rapport à votre cas, il faut essayer de réfléchir comment vous positionnez par rapport à ces 5 critères. Et donc pour lui, dans sa situation particulière, il était dans une stratégie d'entreprise très claire de réduction des coûts et d'un vrai besoin de leadership local. Et en fait, le leadership américain n'avait pas marché. On lui faisait confiance pour prendre le Kenya en main et effectivement, c'était une sacrée promotion pour lui. En termes d'exposition, rentabilité et impact organisationnel et financier, en fait, ce qu'on lui demandait entre les lignes, c'était de réaliser 2 postes en un seul, puisqu'il devait devenir head of et en même temps maintenir une grosse partie de ses responsabilités avant départ. En termes d'équité, bon, là, c'était pas trop compliqué, puisqu'il n'y avait pas d'autres expats en place, donc pas d'autres, on va dire, référentiels à avoir. Par contre, équité avec les locaux, c'était un point important à tenir en compte. Création de précédent, là, à nouveau, il est le premier cas, entre guillemets, test, mais malgré tout, il faut avoir aussi conscience que les RH, ben, vu qu'on est le premier cas et qu'on va être le précédent, ils pourront éventuellement être assez, on va dire, frileux à l'idée de faire des précédents. Enfin, on a quand même le souci du maintien de l'harmonie locale et donc il faut limiter l'écart salarial entre les ressources à moins que ça soit clairement justifié. Donc au final, on avait un vrai dilemme contractuel dans le sens où le statut d'expat, il est super, mais il est protecteur pour le salarié, il donne plein d'avantages, mais il est extrêmement cher. Et honnêtement, lui comme moi, on savait que ça n'allait pas passer. On savait que le statut d'expat, c'était pas quelque chose qu'on pouvait obtenir. L'autre statut possible, c'est le local plus, donc contrat local avec des avantages additionnels très significatifs. Là, il y avait de la flexibilité, mais forcément aussi un certain risque pour lui. Donc, on en a vraiment discuté. Et au final, on a aussi essayé de définir quels étaient les enjeux financiers cachés pour lui. Typiquement, pour lui, ce qui était important, c'était d'avoir un logement sécurisé à Nairobi. Ça fait complètement sens. Et un logement sécurisé, c'est un vrai différentiel avec des locaux, parce que quand on est expatrié dans ce type de pays, on peut pas, on doit faire attention à soi-même, en fait. On est aussi responsable de soi-même et on peut pas vivre purement comme un local. Donc forcément, on tombait sur des niveaux de loyer assez significatifs. Donc on avait fait le calcul à peu près à 2500 dollars par mois. Il souhaitait maintenir la scolarité de ses enfants dans un environnement français. Donc c'est vrai qu'on tombait sur la problématique de la scolarité au lycée français.
Il y avait l'enjeu de la perte de revenus de sa conjointe et savoir est-ce qu'à un moment donné, elle serait en mesure de rebondir. C'est pas non plus complètement garanti. Autre enjeu, c'est que la fiscalité au Kenya est un petit peu volatile. Et il avait une grosse perte, lui, par rapport à la France, dans le sens où en France, il avait un schéma de participation et d'intéressement extrêmement significatif, et ce schéma-là n'existe pas au Kenya. Donc au final, le Kenya, c'est moins cher. C'est vrai que quand on va faire ses courses, c'est moins cher, on peut faire plus d'activités, etc. Sauf quand on veut avoir le triptyque, on va dire sécurité, école française et certains standards expats maintenus. Moi, j'ai aucun mal à dire que ce type de pays, c'est difficile et je n'aime pas le discours de certains RH qui disent que on doit s'adapter comme un local. Il y a certains pays, ce n'est pas possible. Et en fait, il faut l'avoir vécu pour le dire. Et je pense que le fait que certains de ces RH qui ont ces discours, que je me vois des fois sur LinkedIn et qui me font vriller, le fait de savoir qu'ils vont tous au Marriott quand ils sont en déplacement dans ce type de pays, ça veut déjà tout dire. S'ils pouvaient être comme des locaux, vraiment, ils ne seraient pas dans ce type d'hôtel. Donc, à vous de participer. Si on vous propose un contrat local dans un pays un peu émergent en développement, comme celui-là, vous pensez que c'est normal parce que le coût de la vie est plus bas et donc vous êtes OK pour vous ajuster. Vous pensez en réponse B, il n'y a quasiment aucune marge de négociation ou au final, tout dépend de la structure du package et vous serez intéressé d'en savoir plus. Réponse C pour Mélissa, pour Fabien aussi. Je pense que tout le monde, vous avez l'air unanime là. Delphine, de Bitia, n'hésitez pas aussi à voter, hein. Votre voix compte au chapitre. Bon, bah alors je vais voter C, comme tout le monde. Alors c'est vrai que le contrat local, en fait, c'est ça qui est biaiseux. Il y a beaucoup de RH pour des raisons économiques et ils ont raison, hein. Désormais, l'économie est quand même, enfin, les organisations ont besoin de survivre et l'instabilité économique fait que les cycles économiques vont plus vite. Il faut être, voilà, donc il faut être aussi précautionneux. Et les expatriations, c'est quand même un coût énorme qui, pour moi, vont être de plus en plus limités. Par contre, un contrat local pur et dur à offrir à quelqu'un, si on part de la France et qu'on va vers les US à la limite, vous l'avez bien vu avec le premier cas, le salaire qui lui était offert était quand même plutôt pas mal. Par contre, on vous demande de partir en Inde. En Inde, le salaire minimum, si je me rappelle bien, on doit être à 25 000 $ par mois. Quand vous êtes seul, que vous devez habiter un logement sécurisé, vous nourrir, payer votre couverture de mutuelle parce que l'Inde, il n'y a pas de couverture mutuelle, je suis désolée, ça ne vous suffit pas. Ce type de pays, le Kenya, l'Afrique, certains pays d'Asie, ça ne suffit pas. Par contre, un contrat local à Singapour, aux US, au Canada, au UK, il n'y a pas de problème. Donc en fait, il faut aussi considérer dans quel pays vous allez. Et typiquement pour les pays émergents, pour moi, un contrat local juste avec une rémunération locale, ça suffit pas. Il n'y a quasiment aucune marge de négociation, ben, tout dépend. Mais si au final, vous êtes dans la situation d'être dans un pays émergent et on vous propose juste une rémunération locale et rien de plus, moi, ma première recommandation, c'est de vous dire fuyez, ne restez pas. J'ai rencontré trop de personnes en Inde qui ont pris un contrat local avec ces fameux 25 000 $. Tant qu'ils vont bien, ça allait. Le jour où ils ont eu un problème de santé et que leur mutuelle, parce qu'ils ont essayé de faire, ben, de pas trop dépenser en mutuelle, ils sont retrouvés à ne pas pouvoir payer l'hôpital et devoir en fait vider leur livret A. Ça arrive bien plus souvent qu'on voudrait le faire croire. Donc faites attention avec les contrats locaux. Enfin, bien sûr, tout dépend de la structure et de ce qu'on vous propose. Il y a des situations où c'est très intéressant, il y a des situations où ça l'est moins. Autre dernier point important, et ensuite je vais bouger dans les détails de cette négociation, c'est que ne vous focalisez pas que sur la négociation de la rémunération. Après votre emploi, en fin de carrière, qu'est-ce que vous avez? Votre retraite. Anticipez votre retraite. Ça, c'est un point assez critique qu'on met de côté parce que c'est pas l'urgence. Mais en fait, à un moment donné, il faut que quand vous acceptez une offre comme ça, vous réfléchissez, OK, ma situation retraite suite à cette offre, qu'est-ce que ça va impliquer et qu'est-ce que je peux faire? Et aussi, effectivement, est-ce qu'à un moment donné, je suis complètement couvert? Et est-ce que l'employeur me propose quelque chose qui est cohérent pour moi aussi sur le sujet retraite? Donc ça, c'est hyper important.
Je rencontre trop de personnes qui viennent me voir, on va dire, a posteriori et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas assez de trimestres, ils n'ont pas assez cotisé, ils ont un montant de retraite trop bas. Je vous le souhaite pas. Donc, l'erreur classique qu'il aurait pu faire, il aurait pu juste accepter son contrat local comme ça, en salaire brut, sans négocier quoi que ce soit en termes de salaire net, sans avoir de limite temporelle, sans négocier une clause de retour, sans avoir une compensation ou au moins une considération pour la perte de revenus pour sa conjointe. Et c'est vrai que là, je vous l'ai mis en encadré parce que je l'entends tellement souvent ce discours. Le discours organisationnel et RH, très souvent, on vous dit, c'est une opportunité exceptionnelle, une chance unique. Et chez nous, c'est uniquement comme ça. Donc, soit tu prends, soit tu passes à autre chose. Ça, c'est un discours qui est des fois difficile à déconstruire. Il faut voir s'il y a la possibilité de négocier et d'échanger avec ces personnes et de leur faire comprendre que des fois, juste un contrat local, ça ne suffit pas. Mais d'expérience, si à un moment donné, vous voyez que c'est très, très compliqué, pour moi, ça peut limite devenir un red flag. Si les personnes ne sont pas en mesure de comprendre ce que l'expatriation implique et ne sont pas à l'écoute, ça va être un enjeu pour vous sur le fait que quand vous allez prendre votre prise de poste, je ne pense pas que ces gens seront vraiment en mesure d'être à l'écoute pour vous des difficultés que vous aurez dans le cadre de votre expatriation. Et pour moi, en général, c'est vraiment un vrai red flag à considérer. Donc au final, pour lui, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de ancrer hyper haut. On savait qu'on n'allait pas obtenir l'expat, mais en essayant de présenter ça à l'employeur, on savait qu'en fait, ça nous donnait plus de levier pour avoir un contrat local un peu plus avantageux. Donc au final, on a ancré hyper haut. On a établi de manière très claire et directe qu'on avait des postes critiques sur lesquels on n'allait pas bouger et qu'on attendait qu'il y ait, on va dire, un accord mutuel. C'était le logement et la scolarité pour les enfants, qui sont aussi les plus coûteux. On avait aussi, là je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais le sujet de la conjointe, du moins de l'accompagner dans sa transformation de carrière, on va dire. Et ce qu'on a fait, on a verrouillé la durée, on a limité dans une période de temps, on va dire, et on a sécurisé fiscalement. Donc au final, il y avait d'autres points qu'on avait anticipés pour lui qui auraient pu être très très cool à obtenir, mais on a vraiment décidé de focaliser notre négociation sur ça parce que c'était les enjeux et c'était surtout ce qui était le plus coûteux. Donc au final, la première offre, on était à peu près à 120 k euros de salaire de base, la prise en charge de scolarité enfant, l'assurance santé. Pour la prise en charge des cotisations retraite en France, on était à 65% par l'employeur, 35% à sa charge. Par contre, ce qu'ils nous ont proposé, c'est aucun logement, aucun véhicule, aucun voyage annuel et aucun accompagnement conjoint. Avec la perception RH qu'ils avaient déjà fait un effort et la perception du salarié et de sa famille que ce n'était pas viable. Au final, si aujourd'hui on vous dit nous sommes déjà au-dessus du marché, comment vous réagissez? Vous n'insistez pas? Vous demandez une augmentation, vous demandez la grille de référence utilisée par rapport à cette donnée marché. Je suis curieuse de voir. Aucun des trois, Lucien? Tu as une autre solution? Alors dis-moi ta réaction, je suis intéressée à savoir. C'est pas une, enfin, c'est une situation qui est pas vraiment comparable au marché. Donc, une personne des ressources humaines qui me dit on est déjà au-dessus du marché. Alors, ok, lequel marché? Mais enfin, pour moi, ça fait pas sens dans la position qui est utilisée et dans ce qui est proposé à la personne. Oui, après, ils peuvent te dire aussi, alors j'ai gardé générique, hein, tu imagines bien, mais souvent aussi, c'est de dire, ben, c'est les pratiques marché pour ce type de localisation pour les expats, on ne fait pas plus parce que les autres organisations dans les autres industries, elles font pas plus, donc nous, on ne veut pas faire plus. Tu as souvent aussi ce discours-là. Ouais, pas Je te le convaincu. dis parce que tu vas l'entendre. Oui, oui, non, mais j'entends, mais je suis pas convaincu pour autant. Oui, Enfin, parce c'est que pas la fin des de, fois c'est du bluff, on est bien d'accord. mais c'est pas la fin de la discussion en fait. On est bien d'accord. En fait, c'est pas une clôture de manière absolue. Et bon, je n'insiste pas pour moi. Moi, je suis assez pragmatique. Je pense que, en plus, c'est eux qui sont venus le chercher pour le coup. Ils lui ont fait cette première offre-là.
Pour moi, on est un peu comme Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher et je vois pas pourquoi on se priverait de tenter de demander plus. Après, il y a la méthode, on est bien d'accord. Donc pour moi, le mieux, c'est de prendre sur soi et se dire, OK, maintenant je vais rentrer dans une dimension un peu stratégique dans ma négo et je vais essayer de faire valoir ce qui est important pour moi et ce qui a un impact financier que je veux voir compenser. Demander d'augmentation, c'est possible si le niveau de rémunération ne correspond pas, on va dire, à la tendance marché et aux responsabilités que la personne a. Au final, dans son cas, par rapport au fait qu'il devenait head of et qu'en plus il avait quand même encore beaucoup de responsabilités dans son pays d'origine, les 120K, ça fait pas sens. Demander la grille de référence, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en position de vraiment pouvoir faire cette demande. Si demain la directive sur la pay transparency, la directive communautaire passe et que on a, on va dire, euh, la mise en place au niveau légal en France de cette directive, vous serez en mesure de pouvoir poser des questions sur effectivement quelles sont les moyennes de rémunération pour postes équivalents à situation équivalente et surtout, si vous postulez à un poste comme ça, on va dire, ils sont obligés de mettre une grille et une fourchette de salaire de rémunération. Après, il faut le dire, il y a certains employeurs ils te disent entre 20 000 et 60 000 euros en termes de fourchette de salaire. C'est pas très clean, on est bien d'accord. Mais normalement, la directive et les règlements d'application au niveau France devraient clarifier ça. Pour l'instant, ça devait être mis en place en 2026, mais au final, personne n'était prêt. Ça a été repoussé en mise en application en France en 2027. Après, il y a beaucoup de pression, beaucoup de lobbies qui sont pas forcément très contents que ce règlement communautaire au niveau européen soit mis en place. Donc, on peut se poser la question à savoir est-ce que vraiment ça va sortir. Donc, au final, la contre-proposition qu'ils lui ont fait a été de proposer 155 euros, K euros de salaire de base pour refléter la promotion et également la compensation de certains avantages. Prise en charge de la scolarité enfant et assurance santé, toujours. Neutralisation des charges à retraite à 11 K euros par an max. Prise en charge du logement. Prise en charge du transport. Par contre, aucun voyage annuel et aucun accompagnement conjoint. Donc ça, c'était, excusez-moi, ce n'est pas eux qui ont proposé, c'est ce que nous, on a proposé. Et en fait, on a bien senti, pourquoi j'ai augmenté le salaire à 155, j'ai bien senti qu'en fait, le point de difficulté pour l'accompagnement conjoint, c'est qu'ils ne savaient pas comment le gérer. Et en fait, ils ne savaient pas comment le gérer, ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils sélectionnent un prestataire, enfin, tout paraissait compliqué. Donc, ils ne voulaient pas le mettre en œuvre aussi et faire le suivi. Donc, je leur ai dit, on l'intègre, on dit 5 000 euros pour l'aider dans son changement de carrière et elle se débrouillera et elle choisira ce qu'elle veut et c'est intégré dans la rémunération. Donc là, au final, on a ancré très très haut. On a justifié par la perte réelle du foyer, on avait estimé à peu près à 40 000 euros. Et surtout, on n'a pas été dans une négociation émotionnelle ni de marchand de tapis, on va dire. On a vraiment documenté comment on est arrivé à ce chiffre. Au final, l'offre finale, on est arrivé à 140 K euros qui inclut 10 K euros d'aide au logement et 5 K euros pour le transport. Donc, on était plutôt assez contents puisque le point de départ était quand même assez bas. Et au final, ce qui a été vraiment crucial, c'est que on a compris qu'ils ne voulaient pas mettre en place davantage. Pour eux, vraiment, la facilité, c'était de compenser en cash. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une structuration avec 140 K euros, avec un montant un peu flou, entre guillemets, qui couvre pas mal de choses. Mais au final, c'était la facilité qu'ils ont décidé de mettre en place en termes RH. Par contre, c'est vrai que ça fait un niveau de rémunération assez élevé qui va être garanti dans le temps. Et l'avantage, c'est que c'est vrai que moi, je l'ai vu direct. L'avantage quand vous avez les éléments comme ça intégrés dans votre rémunération, c'est qu'on ne peut pas vous les enlever. Alors que des avantages en nature annexes, très facilement, on peut vous les supprimer. Au final, ce cas montre, si vous avez une négociation structurée, ça change complètement la trajectoire et votre capacité à négocier. Le premier ancrage n'est jamais, jamais définitif. Vous avez bien vu là,
On passe quand même, si je me rappelle bien, on était à 120K et pas grand-chose. On monte à 150, 140. Et en fait, j'ai voulu garder la présentation assez légère, donc il y avait eu quelques autres choses en plus. Mais au final, 20K, il y avait quand même de la marge. Autre point, un contrat local, des fois, c'est peut-être plus en votre faveur, mais c'est vrai que toujours utiliser l'expatriation comme ancrage, ça peut faciliter la négo. Et il ne faut pas oublier que certaines mobilités, elles méritent pas seulement une simple validation, mais il faut vraiment un accompagnement complet pour arriver à anticiper toutes les problématiques et tous les impacts financiers que vous pouvez avoir. Donc c'est pour ça, si un jour vous avez besoin, que ce soit pour une négociation, pour un renouvellement, pour une fin de contrat aussi, je suis toujours disponible pour faire des diagnostics, des audits et également des accompagnements complets à la négo, sachant que quand j'accompagne à la négo, je fais ce type d'analyse comme vous avez pu voir au jour d'aujourd'hui, mais j'aide aussi et des fois même je coach la personne pour qu'elle soit vraiment en mesure de pouvoir négocier au mieux et d'être prête à la négociation. Je ne négocie jamais en direct. C'est toujours la personne qui repart avec mon input, avec la bonne stratégie, la bonne manière de communiquer les choses et qui gère la négociation elle-même. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Eh ben, vous avez mon petit email ici. Et effectivement, je communique beaucoup, pas seulement sur Expat Pro, mais je communique aussi sur LinkedIn. Alors, plutôt à une cible RH, mais ça peut être intéressant pour vous de voir justement qu'est-ce que je dis au RH. J'ai une newsletter hebdomadaire où je partage effectivement pas mal de choses sur les sujets d'expatriés, négo et carrière. J'ai une chaîne YouTube et une fois par mois, je fais la boussole à questions sur Instagram où je réponds à des questions assez rapides en termes carrière et négo en mode facecam. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais j'aime bien. Enfin, moi, c'est de la curiosité, par nature. Après, je trouve que chaque cas est vraiment tellement particulier que c'est pas évident de faire une présentation pour. Enfin, là, c'est des études de cas, donc là, ça se prête bien. On reste dans un cas, mais il y a trop de cas vraiment particuliers. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est quand on et que t'as pas évoqué, c'est parce que là, on parle rémunération, mais le fait de prendre un poste à l'étranger, si c'est pas dans le cadre de l'expatriation, le détachement, je ne saurais pas dire, mais en fait, on est soumis à la loi du travail du pays concerné, quoi. Donc, en fait, on peut perdre progressivement ses droits si l'employeur local, après, euh, peut se permettre des choses qu'il ne pourrait pas se permettre en France. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, encore une fois. Alors déjà, je vais répondre en RH. Je ne le formaliserai pas comme ça. Euh, En fait, c'est juste que à un moment donné, quand tu prends contrat local, forcément, tu t'ajustes à un nouveau système. Et si ce nouveau système est moins favorable, forcément, par défaut, on t'applique le système qui est en place. Et tu as aussi la question d'avoir une certaine équité vis-à-vis, on va dire, des autres salariés qui sont au sein de la même organisation et sur le même territoire. Après, tu as quand même toujours la possibilité, si tu le souhaites, de négocier. Tu peux le négocier pour les congés, tu peux le négocier sur la prise en charge de la retraite, tu peux le négocier sur la prise en charge de tes frais de visa. Par contre, typiquement, je sais pas, prenons les US, tu as une rémunération à 110 000 dollars par rapport à tes compétences. Si tu espères négocier peut-être 250 000 dollars, ça ne sera pas forcément possible parce qu'ils ont aussi des grilles de rémunération. Donc, tu as plein d'enjeux à avoir. Donc, c'est vrai que toi, tu le ressens comme une perte et comme si on essayait, on va dire, peut-être de te biaiser. Mais en réalité, c'est pas le cas. C'est juste que les RH, ils appliquent ce qui est applicable par rapport à un territoire donné. En fait, nous, on est un peu, enfin, il y a peut-être des Belges, en fait, dans l'Assemblée, je sais pas, mais moi, je suis français, puis en France, on se dit, bon, ben, on a quand même des filets de protection au niveau assurance chômage, au niveau code du travail. Et en fait, le fait de perdre ces filets-là quand on postule à l'étranger, est-ce que ça peut être aussi, est-ce qu'on pourrait, au niveau de la négociation, dire, ben, négocier une augmentation par rapport à cette prise de risque qu'on n'a pas en France, quoi. Euh, Moi, j'ai pas eu des exemples comme ça, mais à un moment dans ma carrière, on m'a proposé de prendre un poste en Belgique. J'étais sur Paris, à la Défense.
Et puis après, on m'a dit, ouais, mais fais gaffe parce qu'en Belgique, après, l'assurance chômage, ça marche plus si tu prends le poste en Belgique, etc. Donc j'ai considéré que c'était à la fois une opportunité et un risque, mais le risque était supérieur par rapport à l'opportunité. Et enfin bon, si vous m'avez proposé peut-être de doubler mon salaire, j'aurais peut-être dit oui, mais c'était pas le cas. Donc en fait, il y a cette analyse-là qui intervient, je pense aussi Alors, dans de la toute façon, négociation. Alors l'Europe, c'est je particulier. sais pas L'Europe, si c'est on peut le particulier. négocier. L'Europe, c'est particulier parce que tu es au sein de l'Union européenne et pour les aspects chômage, santé, mutuelle, retraite, retraite complémentaire, tu as les règlements communautaires qui règlent les choses. Après, tu peux quand même avoir des trous dans la raquette, on est bien d'accord. Et après, chaque pays a son propre système. Si tu cherches à dupliquer ce que tu as en France au jour d'aujourd'hui, ça va être difficile, Fabien, parce qu'on est quand même un des pays, sur certains aspects, qui est le plus favorable au monde. Donc forcément, si tu vas ailleurs, tu vas avoir de la perte. Bien sûr, tu peux négocier, mais là, je ne peux pas te dire de manière absolue quelle est ta capacité de négociation, parce que, en fait, tu l'as bien vu dans les cas présents, tout dépend du contexte. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'analyse des 5 critères, il faut faire l'analyse de la situation, il faut faire l'analyse Mm. aussi quel est le besoin vraiment pour l'entreprise, est-ce que c'est vraiment critique ou pas. Et honnêtement, pour moi, je connais un peu ta situation. Si tu cherches à partir en expatriation, et je pense que je te l'ai déjà dit, si tu cherches à partir en expatriation dans des bonnes conditions, il vaut mieux que tu te trouves un employeur en Belgique, en France, qui ensuite t'envoie ailleurs, plutôt que de postuler comme un candidat externe. Si tu Mm. postules comme un candidat externe, tu n'as pas le statut d'expat classique, tu n'as pas le statut de permanent transfer, tu es un international hire, donc souvent c'est contrat local, quelques avantages additionnels, mais assez limités. Et c'est vraiment, on va dire, oui, c'est pas le plus intéressant. Donc, il faut que tu essayes de trouver un point d'entrée en entrant dans une société française ou européenne et ensuite en Mm. demandant à bouger ailleurs. Donc, il y a Lucien qui pose la question sur le quid de la fiscalité. Par rapport au Kenya, en fait, le problème du Kenya, là, c'est vrai que j'ai pas voulu vous saouler avec ça, mais en fait, il est marié avec 3 enfants. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, en France, il a une imposition hyper limitée. Alors qu'en partant au Kenya, si je me rappelle bien de mémoire, assez rapidement, on est sur des tranches d'imposition à 40%. Et il n'y a pas le quota, le quotient familial qui est applicable et qui permet de limiter l'imposition. Donc au final, pour lui, ça signifie forcément beaucoup plus d'impôts à payer que dans sa situation actuelle. Et c'est vrai que ce différentiel d'impôts, c'est pas visible dans la présentation, mais c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre appréciation pour définir si l'offre était intéressante ou pas. Donc voilà concrètement pourquoi ici au Kenya il y avait un problème de fiscalité. Par contre, il serait parti, il aurait été célibataire. Ce point, on va dire, de fiscalité aurait été moins important parce qu'au jour d'aujourd'hui en France, quand on est célibataire, on paye quand même pas mal d'impositions. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais n'hésitez pas à me dire et à m'envoyer des messages suite à cette présentation pour me dire si vous avez aimé le format, si vous souhaitez peut-être même éventuellement de manière régulière, 1 à 2 fois par an. Je vous présente comme ça des real case scénarios. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé le préparer et le présenter aussi. J'espère que ça s'est entendu. Et puis je crois, je vais te redonner la parole, Domitia, histoire que tu puisses clôturer peut-être cette session. Merci Marie pour cette présentation. J'allais dire merci à tous d'être venus en live et voilà, ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à poser vos questions à Marie aussi si vous avez des cas spécifiques ou à la consulter. Moi, pour avoir été expat pendant 27 ans, j'avoue que je dis souvent aux familles qui me demandent avant de partir ce que je pense de leur départ, de leur package, etc. Moi, je suis pas du tout RH. Je leur dis toujours aussi que quand on part en expatriation, il y a le proverbe choisir, c'est renoncer. Donc, on sait très bien qu'on ne duplique pas la France à l'étranger et qu'il va y avoir un stretch d'adaptation qui est inévitable. Et que, en fait, pour bien pouvoir choisir et donc bien pouvoir renoncer à certains types de choses, il faut être informé. Donc là, c'est vrai que le travail de Marie, il est passionnant là-dessus, parce que quand on est bien informé, on peut bien choisir. Et en fait, il faut qu'on se connaisse aussi, soit soi-même, soit en couple, si on part en couple et en famille. Parce que par exemple, là, je prends mon cas spécifique, j'ai 3 non négociables. Et les non négociables, ça va être la sécurité, la scolarité et la santé. Ça, c'est les 3 non négociables chez nous.
La retraite, bah, on avance en âge, donc ça devient non négociable aussi. Mais après, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se négocier. Et on sait bien que quand on part en expatriation, on perd sur certains sujets, on gagne sur d'autres, mais ça fait partie de l'envie aussi de s'expatrier. Ça, c'est mon analyse personnelle de la chose. Mais merci Marie, en tout cas, pour tout ça. Je sais pas s'il y a une petite dernière question avant de clôturer, mais sinon, bravo d'avoir tenu le timing. Ouais, Et à bientôt pour les webinaires. Ouais, et je rajouterai une chose aussi, c'est que en fait, c'est, je pense que c'est avoir, on sait qu'on va pas forcément avoir les mêmes choses, mais en fait, apprécier et moi, ce que je permets aussi d'apporter, c'est d'avoir la vision longue durée et aussi justement de dire, ben, si tu gagnes sur ça, après sur long terme pour ta carrière, c'est quelque chose que tu peux intégrer, que tu peux maintenir. C'est aussi l'enjeu en fait aussi derrière, c'est de sécuriser ces éléments dans le temps. Sur l'aspect retraite, j'aide beaucoup. En fait, en général, c'est toujours très complet mon accompagnement. J'aide aussi sur l'aspect retraite à définir, OK, tu vas dans tel pays, donc ça va signifier ça pour toi en l'état, tu as peut-être intérêt à faire attention à ça ou à ça. Et aussi, je fais du conseil. Par exemple, il y a certains pays où c'est peut-être plus intéressant pour nous en tant que Français d'aller prendre des opportunités de travail que dans d'autres par rapport à la capacité à pouvoir, on va dire, utiliser les conventions bilatérales pour la retraite. Donc, au final, je pense qu'aussi la valeur, c'est d'avoir des décisions éclairées. Et ensuite, c'est à vous, effectivement, de définir ce que vous souhaitez négocier. Je vais Et dernière, devoir quitter. dernière chose, j'aimais bien Marie quand tu disais que le RH n'est pas forcément le décisionnaire, mais que c'est l'ambassadeur. Moi, je trouve ça fondamental aussi dans des discussions et dans des négociations du coup RH qui durent parfois plusieurs mois avant la signature, de pas se mettre à dos le RH pour ne pas se mettre à dos le futur poste après, quoi. Parce que on peut négocier, mais une corde, on peut pas la tirer jusqu'à ce qu'elle casse non plus. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sachant que moi, quand au final j'ai des salariés qui reviennent vers moi et qui me disent ma situation particulière, c'est ça, et qu'en fait quand ça fait sens pour moi, et quand je vois qu'il y a un enjeu très particulier, je vais batailler auprès du business, je vais batailler auprès des décisionnaires RH, des fois même auprès du board pour obtenir gain de cause. Par contre, honnêtement, si l'expatrié dans sa communication me parle mal, ne communique pas de la meilleure des manières et aussi est trop pressant, Non. parce que des fois les enjeux sont bien plus importants que la simple situation individuelle. J'avoue que j'aurais tendance peut-être à moins mettre d'énergie Mais à défendre la situation et donc en fait ça c'est hyper important. Il y a des personnes très sensées et il y a des personnes qui peuvent vraiment être des soutiens pour vous dans votre démarche. Il faut aussi effectivement être transparent, bien communiquer, bien expliquer et voilà, en général ça règle 90% des situations. Clairement. Être honnête et aligné, c'est ce que je retiens d'aujourd'hui. C'est ça.